Comment réussir l'épreuve de français à l'occasion des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat. Le baccalauréat qui est prévu d'ailleurs pour le 19 juin prochain. C'est la grosse question au cœur du débat de ce matin. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Alexandre Adjina. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes professeur de français, vous êtes en service au CEG Le Plateau, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être présent sur ce plateau. En face de vous, Madame Rachidatou Seydou Orubago, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Professeur certifié de français, vous êtes directrice du CEG d'Antokpa. Merci de votre présence sur ce plateau aussi. Merci bien de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je commence avec vous. D'abord, comment se présente une épreuve de français au baccalauréat, de façon globale d'abord? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais commencer par dire que l'épreuve de français au baccalauréat est comme toute épreuve de toutes les matières. Il n'y a pas à s'affoler. C'est une épreuve classique composée de 3 différentes épreuves. La première de contraction de tests, subdivisée en 3 parties. La première partie, le résumé. Non, la première partie, les questions. Les questions. Il y a des questions sur le test proposé, suivi du résumé du test et d'une discussion ou mini-dissertation. Je voudrais insister sur cette discussion parce que c'est exactement le même format que l'épreuve de dissertation, mais on l'appelle mini-dissertation parce qu'on ne peut pas lui consacrer à cause des questions auxquelles il faut répondre et du résumé du test qu'il faut réduire, on ne peut pas lui consacrer la même durée que la dissertation classique. Donc vient ensuite l'épreuve de commentaires composés, puis enfin le 3e sujet au choix qui est la dissertation française. Donc ces 3 épreuves ou 3 sujets sont des sujets au choix. Et les candidats, ils sont préparés toute l'année scolaire. Il n'y a donc pas à paniquer pour aborder l'épreuve de français qui ouvre tous les autres sujets de l'examen. Et puisque nous sommes dans la culture française, le savoir s'acquiert en français. Moi, je considère l'épreuve de français comme une épreuve de culture générale, une épreuve dans la langue mère, la langue de travail. Les candidats devraient normalement se sentir à l'aise pour aborder en toute sérénité cette épreuve-là. Merci bien. Monsieur Adjina, lorsqu'on voit un peu l'épreuve de français, on sait d'abord que ici, dans un pays francophone, toutes les matières s'enseignent en français d'abord. Mais l'épreuve de français, est-ce qu'il y a des aptitudes particulières qu'un candidat doit avoir avant de se présenter aux examens, notamment devant l'épreuve de français? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que les aptitudes qu'il faut avoir, c'est la maîtrise de la méthodologie de chaque exercice. Et comme l'a dit ma doyenne, l'épreuve de français sous le format de l'APC est basée sur un corpus de 3 tests. Et lorsque nous prenons la série G, leur épreuve est toujours présentée sous l'ancien format. Mais avec l'APC, nous avons un corpus de 3 tests. Et les aptitudes à avoir, c'est qu'il faut maîtriser la méthodologie. Et en dehors des autres éléments liés à la littérature qu'on enseigne, je crois que l'on enseigne également la méthodologie liée à chaque sujet. Et il y a 3 sujets, comme elle a dit. Il y a la contraction de test. Et au niveau de la contraction de test, ce qu'on attend de l'apprenant, parce que lorsque vous êtes en face d'une épreuve de contraction de test, il faut comprendre le test. Parce que ce qui est attendu de l'apprenant, c'est l'esprit de synthèse. Parce qu'il est question de résumer le test au quart de son volume, généralement. Et il y a une marge
de 10%. 10% en plus ou en moins. Et lorsqu'on parle d'une marge de 10% en plus, c'est ce que moi j'appelle le maximum, le nombre maximum de mots tolérés. Et le 10% en moins, c'est ce que j'appelle le minimum exigé. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut comprendre le test et avoir l'esprit de synthèse. Mais avant ça, il faut procéder au découpage du test et donner un titre à chaque partie. C'est ce qu'on appelle la structure. Avant d'en arriver là, oui, puisque j'ai l'impression qu'on entre déjà dans les détails, oui, mais avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a d'abord des clés particulières pour bien comprendre tous les tests en général, puisque de toutes les façons, la première partie oblige les candidats à lire tous les 3 tests, même s'ils ne vont pas forcément composer dans une épreuve de dissertation ou de contraction, ainsi de suite. Les 3 premières questions qu'on pose à l'entame de l'épreuve déjà obligent le candidat à comprendre les 3 tests. Est-ce qu'il y a vous parlez de la compétence de lecture. Bien sûr, la compétence de lecture, voilà. Est-ce que le candidat doit avoir une méthode particulière pour bien comprendre les tests, pour ne pas comprendre de travers? Bon, il n'y a pas de méthode particulière. Je crois que un candidat a besoin d'une culture. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. En tant qu'apprenant, on doit beaucoup lire parce que ça, c'est très important. Lorsque vous lisez, parce qu'il y a des tests qui sont souvent tirés des œuvres au programme. Donc, il y a la lecture. Et en dehors de ça, il y a la culture générale, tout ce qui se passe autour de nous, les thèmes d'actualité et tout ça entre en ligne de compte pour permettre aux candidats de mieux comprendre les tests. Donc voilà les aptitudes, à mon avis, qu'il faut avoir pour aborder convenablement les tests. Madame Seydou Roubago, par rapport à cette question toujours, pour entrer dans l'épreuve, il y a le grand 1, c'est compréhension du test, hein, c'est bien ça? Compétence de lecture. Compétence de lecture, voilà. Cette partie-là, comment l'aborde-t-on pour ne pas passer à côté? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que l'épreuve de français requiert la maîtrise de soi. Avant d'aller vers les sujets, il faut véritablement de la sérénité. On ne doit pas s'affoler. Cela vous permet de comprendre ou de lire à tête reposée tous les sujets avant de faire son choix. Donc, on ne doit pas aller vers l'épreuve de français avec déjà un schéma arrêté dans sa tête. Choisir déjà à l'avance son épreuve, non. Il se peut que, en le lisant, qu'on soit mieux inspiré par un autre sujet, peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais qui ce jour-là vous inspire le mieux, où vous avez le maximum d'outils, de ressources pour l'aborder. Donc, moi, je pense que la compétence de lecture requiert non seulement la culture générale, mais aussi les techniques, parce que c'est une épreuve qui vient du programme. L'Office du baccalauréat donne tous les sujets du baccalauréat sur la base du programme national. Donc, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est des sujets, ça ne vient pas ex nihilo. C'est des aspects qu'on a abordés tout au long du programme, qu'on a visité tout au long de l'année. Et je voudrais profiter de votre antenne pour remercier d'ailleurs le gouvernement et tous les partenaires du système éducatif pour cette année scolaire apaisée, de cette année particulièrement, qui nous a permis d'aller au fond du programme. Donc, ce sont des techniques enseignées, c'est des thèmes étudiés déjà à l'avance. Donc, il est question de rentrer en soi par rapport au sujet, surtout par rapport à un élément qui paraît peut-être anodin aux yeux des candidats, mais qui est très important, c'est la consigne. La consigne est un guide, la consigne est une aide qui amène le candidat à savoir dans quelle direction traiter le sujet. Donc, il doit pouvoir faire attention à la consigne, faire attention au thème. Et s'il arrivait que le sujet, l'épreuve, avait un titre, c'est le premier résumé du test. Il doit le considérer et
avec l'attention qu'il accorde à l'épreuve, pouvoir répondre aisément à ces questions-là. D'accord. Et ça garantit des points. Cela assure déjà le succès dès l'entrée du test. Alors, lorsqu'on prend la première épreuve au hasard, d'abord, on retient qu'on ne va pas à un examen en décidant déjà dès la maison de ne faire que la contraction de test en s'arrêtant sur une épreuve. C'est bien Tout ça, à hein? fait. Très bien. Oui. Lorsqu'on prend l'épreuve de la contraction de test, on a découvert tout à l'heure, sinon on l'a rappelé à tous, que ça comporte 3 grandes parties. Lorsqu'on va entrer dans les détails de cette épreuve-là, comment est-ce qu'on doit se comporter devant cette épreuve de la contraction de test? Merci beaucoup. Je crois que j'ai la chance d'être avec ma doyenne qui maîtrise le sujet. C'est une chance et à travers ces interventions, j'apprends beaucoup aussi. Je crois que je m'en vais d'abord intervenir par rapport à la compétence de lecture avant d'aborder le sujet numéro 1. Donc, comme elle a dit, il faut être serein. Et par le passé, la compétence de lecture exige des aptitudes liées à ce que nous appelons les outils d'analyse des tests, c'est-à-dire les types de tests, et les genres littéraires, les tonalités. Mais de plus en plus, puisqu'il y a souvent des difficultés à s'entendre sur les types de tests et les tonalités, et les épreuves sont proposées souvent en tenant compte au niveau de la compétence de lecture des liens qui existent entre les 3 tests et cela facilite la tâche au candidat. En dehors de ça, lorsque nous prenons le sujet numéro 1, qui est la contraction de test, et au niveau de la première partie, il est demandé au candidat de faire la structure, ce que nous appelons la structure du test. Du test, oui. Et lorsque la structure est bien réussie, je crois que cela constitue déjà un atout pour réussir le résumé. Parce que lorsque vous ne comprenez pas le test, vous ne pouvez pas le diviser en parties et donner un titre à chaque partie. Donc, lorsqu'on réussit la structure, on a de la chance à aborder convenablement le résumé. Maintenant, lorsque nous prenons le résumé, résumer un test ne revient pas à piocher des passages du test et à les recopier. Ce n'est pas ça. Et c'est ce que nous reprochons souvent aux apprenants, mais de plus en plus, ils comprennent. Lorsque vous voulez résumer un test, vous devez comprendre le test. Et lorsque vous voulez réussir le résumé, il faut aller étape par étape. Je crois que dans un premier temps, il faut procéder au résumé paragraphe par paragraphe. Mais là encore, il faut voir l'évolution des idées dans le test. Parce que une idée peut être développée dans un seul paragraphe ou bien dans plus d'un paragraphe. Donc, il faut comprendre l'évolution du test. C'est pour cela que j'ai dit, une structure bien faite peut aider à réussir le résumé. Lorsque vous procédez paragraphe par paragraphe, je crois que c'est ce que nous pouvons appeler le premier G. Et l'effort qu'il y a à faire, c'est d'éviter de reprendre les mots du test. Il faut, autant que faire se peut, trouver des synonymes appropriés pour ne pas trahir le contenu du test, mais pour résumer ce test-là en faisant en sorte que l'idée initiale s'y retrouve. Donc, c'est l'effort qu'il est nécessaire de faire au niveau du résumé. Lorsque vous finissez le premier essai, vous comptez le nombre de mots. Quand vous constatez que vous n'avez pas atteint ce que j'appelle le minimum exigé, il faut procéder à un réajustement. Lorsque vous constatez que vous avez dépassé
le maximum toléré, il faut également procéder à un réajustement. Donc, je crois que c'est de cette manière-là qu'il faut aborder la contraction de thèse. Lorsqu'on prend la mini-dissertation, comme l'a dit... Je vais revenir à vous par rapport à ça. Oui, Madame Seydou Orubabou, par rapport à la même question, les premières questions sur le test, d'abord la structure, peut-être parfois les positions de l'auteur, ça dépend parfois de l'inspiration de ceux qui proposent les épreuves, et puis le résumé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à son intervention? Merci, monsieur le journaliste. Mon collègue, monsieur Adjina, a dit l'essentiel. Et je crois que les candidats doivent éviter les résumés paraphrasiques, reprendre les mêmes termes du test. Le résumé, c'est tout simplement redire en ses propres mots ce qu'a dit l'auteur, mais en si peu de mots. Redire en ses propres mots ce qu'a bien dit l'auteur, mais en ses propres mots. Donc, moi, je voudrais simplement ajouter que nos candidats doivent faire l'effort d'être simples dans la reformulation de leurs idées, éviter des phrases trop longues pour que l'expression ne soit pas décousue. Parce que on a bien dit, épreuve de français, on tient à la qualité de l'expression. Les fautes de grammaire, d'orthographe, de conjugaison sont sanctionnées. Et cela vous leur fait perdre des points. Donc, il faut que, malheureusement, aujourd'hui, nos candidats ne font pas suffisamment d'efforts pour lire. C'est un constat général. Mais devant l'épreuve de français, on ne demande pas l'extraordinaire. On demande d'être véritablement en contact avec le test. On ne doit pas du tout s'éloigner du test. On ne doit pas dénaturer le test. On ne demande pas du surnaturel. Vous avez tout le matériau devant vous. On vous demande simplement de le rendre en votre manière, en peu de mots, tout en restant conforme. Quand ces 4 grandes idées que l'auteur a développées dans des paragraphes, on doit retrouver dans votre résumé les 4 grandes idées de l'auteur. Quand c'est 3, on doit retrouver les 3. Voilà ce que je pourrais ajouter. D'accord. Venons-en à la discussion dans cette épreuve-là de la contraction. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre en tant que candidat face à cette partie-là de l'épreuve? Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de revenir sur ce que nous avions déjà enseigné et rappelé à nos candidats. Je voudrais qu'ils mettent dans leur tête que l'épreuve de discussion ou mini-dissertation a le même format que la dissertation générale. Elle doit nécessairement comporter une introduction bien distincte qui amène le sujet, qui pose la problématique du sujet et le plan annonce le plan. Et dans le développement, maintenant, qui tient compte de la consigne de la discussion pour développer ce sujet-là. Et enfin, aller vers une conclusion. On doit donc distinguer distinctement, je dis distinguer distinctement, les 3 parties dans la discussion. C'est fondamental. Et cela, vraiment, c'est beaucoup de points. C'est près de 10 points, n'est-ce pas, collègue? 7 points, 7 points qu'on accorde à cette partie. Voyez-vous, quand vous avez bien réussi la compétence de lecture, bien réussi la discussion, mais l'épreuve de contraction de test garantit énormément de points de succès, si vous voulez, aux candidats. Je ne suis pas en train d'orienter les choix vers cette épreuve, mais c'est pour dire les avantages liés à cette épreuve-là. Parce que toutes les épreuves sont intéressantes, il faut la culture, mais vraiment, ça donne plus d'assurance, de sécurité aux candidats. Très bien. Alors, je voudrais vous faire un exercice un peu pratique. Lorsque les candidats sont devant des épreuves de discussion ou encore de dissertation générale, ils ont parfois des difficultés à bien faire l'introduction, notamment à trouver une bonne idée générale.
comment introduire le sujet, comment annoncer le plan. Je voudrais que devant ces différentes caméras-là, où vous vous adressez à tous les candidats en général, que vous puissiez leur donner des astuces encore pour pouvoir bien comprendre ou mieux comprendre ce que leurs enseignants leur a dit tout au long de cette année-là par rapport à la rédaction de l'introduction. Merci beaucoup. Je crois que pour un candidat serein, et la discussion est extraite du test général, de contraction de contraction des tests. Donc, il y a déjà toutes les idées dans le grand test de la contraction de tests. Il suffit d'être attentif pour savoir monnayer la première idée qui amène le sujet de discussion. Donc moi, je dirais ne pas aller recopier in extenso le test de contraction, mais savoir que la discussion vient de la contraction. Cela vous permet déjà de trouver des synonymes interchangeables du sujet pour pouvoir trouver l'idée générale que vous posez. Et ensuite, selon la consigne de cette discussion, vous amenez votre plan. C'est ce que je pourrais donner comme petite astuce. Je voudrais que mon collègue puisse Monsieur Adjila aussi, par rapport à la même question. Merci beaucoup. Et comme l'a dit ma doyenne, je crois que la discussion est tirée du test numéro 1. Et le test qui est résumé. Et il faut comprendre cet extrait-là. Et lorsque vous le comprenez, vous essayez de situer l'extrait dans un contexte général, ce que nous appelons l'idée générale. Et après ça, il faut aborder le problème posé. Et la consigne vous permet d'annoncer le plan. Parce que dans sa première intervention, elle a dit que la consigne oriente. Et ça, c'est vrai. Parce que les consignes ne donnent pas les mêmes orientations. Lorsque vous avez une consigne comme « commente ces propos », mais vous comprenez que ce que vous avez à faire dans votre développement, c'est de montrer la justesse de l'affirmation de l'auteur. Il ne vous est pas demandé, à travers ce type de consigne, de dire un oui mais, ce que nous appelons un oui mais. Parce que quand on parle de plan dialectique, beaucoup pensent qu'il faut dire dans un premier temps oui et venir par la suite dire non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est un oui mais. Mais lorsque vous avez une consigne comme commente ces propos, vous êtes appelé à montrer la justesse de la pensée de l'auteur. Et cela doit transparaître dans la dernière partie de votre introduction, qui est l'annonce du plan. Voilà ce Lorsqu'on dit explique aussi, ce n'est pas la même chose. Discute, ce n'est pas la même chose. La consigne oriente toujours le candidat vers une piste donnée. Discute, c'est fondamentalement dialectique. Mais explique, c'est un peu comme commente. Voilà. Oui. Amplifier l'idée de l'auteur. Il y a parfois, je suis sûr qu'en tant qu'enseignant, vous voyez ça dans des copies, des candidats qui copient carrément le test au niveau de la discussion, dans la contraction de test. Ça arrive, non? C'est une maladresse. Ça arrive. C'est une maladresse quand ça arrive. C'est que on a dit qu'il faut prendre le contexte général. Ce sujet extrait de la contraction de test ne veut pas dire se limiter exclusivement au test de la contraction. Il faut le sortir de ce contexte et le recadrer, le remettre dans un contexte général et partir des exemples probants, des exemples concrets de la vie actuelle pour pouvoir justifier ce sujet. D'accord. S'il y a dans la composition de l'épreuve de français une bête noire pour les candidats, c'est le sujet lié aux commentaires composés. On a tellement de superstitions par rapport à cette épreuve, on en a tellement peur que très peu de candidats s'adonnent à cet exercice-là. Madame Seydou Roubagou, qu'est-ce que le commentaire composé en français? Merci, monsieur le journaliste. Le commentaire composé
est une épreuve fabuleuse. Je vous assure que moi, de mon point de vue, c'est aussi une épreuve facile. Parce que quand vous lisez et que vous arrivez déjà, c'est sur la base, un test, c'est de vocabulaire. On dit de chercher les champs lexicaux, de retrouver les centres d'intérêt, 2 ou 3 centres d'intérêt. Mais vous avez toutes les ressources. Et trouver les citations, il y a des figures de style, c'est des choses qu'on apprend depuis la 4e, je ne sais pas, vraiment de longs moments. L'épreuve de commentaires composés, moi j'ai fait un exercice cette année, et ça a fait que quand mes apprenants sont allés à l'examen blanc national, ils ont abordé l'épreuve de commentaires composés, et puis ils ont été heureux de se surprendre d'avoir de très bonnes notes. De très bonnes notes quand ils se sont essayés à l'exercice. Donc, c'est la culture déjà de nos apprenants qui laisse quelque peu à désirer parce qu'ils ne font plus assez d'efforts et ils se disent que, bon, le français, c'est une science comme toutes les autres matières. On l'oublie souvent. Et cela fait que, bon, on passe à côté des choses simples. Donc, l'épreuve de commentaires composés est une épreuve vraiment très intéressante. Il suffit d'avoir, comme je le disais tantôt, la maîtrise de soi, à retrouver les centres d'intérêt parce que c'est sur des thèmes, sur des thématiques que cette épreuve-là est montée. Et ça s'appelle centre d'intérêt. Et le lexique utilisé permet de retrouver ces éléments techniques. Il faut une certaine... Peut-être la difficulté pour eux, c'est que ça répond à une certaine rigueur technique. C'est beaucoup plus technique que les autres épreuves. Et de toutes les façons, toutes les épreuves sont des épreuves scientifiques. L'épreuve de français est aussi une épreuve scientifique. Donc ça répond à des normes, à des règles. Quand les candidats arrivent à les appliquer dans la sérénité, ils y trouvent leur part. Ils en sortent grandis. D'accord. Monsieur Adjina, par rapport aux commentaires composés. Merci beaucoup. Je crois que la façon dont les candidats doivent aborder l'épreuve du commentaire dépend aussi de l'attitude de l'enseignant. Par le passé, le commentaire composé a été vraiment mystifié. On dit c'est l'exercice le plus difficile. Mais quand on l'enseigne, parce que ça dépend de qui l'enseigne aussi, et ce qui nous dérange de plus en plus, c'est que tout le monde s'improvise professeur de français. Je parle sous le contrôle de ma doyenne, n'est pas professeur de français. Qui veut? Elle est notre doyenne, elle a préparé le département des lettres modernes. Nous, on est venu après, on a pris également par là. Donc, je disais tantôt, ça dépend de l'enseignant aussi. Si l'enseignant lui-même considère déjà l'épreuve comme étant difficile et en parle aux apprenants, ça pose un problème. Alors que c'est l'épreuve la plus facile, la plus intéressante. Parce que, comme ma doyenne l'a dit tantôt, c'est une dissertation basée sur un test. Et lorsque vous avez le test de commentaire, vous le lisez, vous le comprenez, il vous est demandé de dégager 2 axes que vous allez développer, ce que nous appelons les centres d'intérêt. C'est-à-dire 2 grandes idées qui se retrouvent à l'intérieur de ce test. Parce que vous pouvez en avoir plus de 2. Mais 2, on veut que vous dégagiez 2 centres d'intérêt. Et ces centres d'intérêt-là, lorsque vous les dégagez, vous devez avoir des outils, des éléments textuels qui vont vous permettre de les meubler dans votre développement. Et beaucoup de candidats pensent que le commentaire composé est essentiellement
basé sur les figures de style. Non, c'est vrai, on ne peut pas maîtriser toutes les figures de style. Les plus usuelles, c'est la comparaison, la métaphore, et la gradation, l'anaphore, l'hyperbole. Il faut maîtriser l'essentiel. Mais en dehors des figures de style, il y a également les éléments syntaxiques et lexicaux, les notions de grammaire, les verbes conjugués, les adverbes et tout ça, les temps verbaux. Ce sont autant d'éléments qu'on peut exploiter pour enrichir le commentaire composé. Donc, lorsque vous comprenez la méthodologie, parce que après la compétence de lecture, quand vous prenez le commentaire composé, on vous demande de dégager l'idée générale. C'est sur 2 points. Parce que la rédaction même est sur 10 points. Vous dégagez l'idée générale. Lorsque vous lisez un texte et que vous le comprenez, vous devez être en mesure de dégager l'idée générale contenue dans ce texte. Après cela, on vous demande également de dégager les 2 centres d'intérêt. Ça fait 2 points, 4 points. Et par rapport à chaque centre d'intérêt maintenant, et là, à ce niveau, au niveau de la 3e question, au niveau de l'analyse du texte, on vous demande de dégager 2 procédés liés à chaque centre d'intérêt. À ce niveau, vous avez également 2 points. Parce que ça fait 4 procédés et 0,50 par procédé. Ça fait 6 points. Déjà. Plus les 4 points de la compétence de lecture, ça fait 10 points. Donc, la rédaction est notée sur 10. Et les procédés que vous avez dégagés, vous les exploitez, vous en trouvez d'autres avec lesquels vous meublez votre rédaction du commentaire composé. Donc, lorsqu'on maîtrise la méthodologie, et comme elle a dit, quand vous l'enseignez convenablement aux apprenants, ils ont même tendance à laisser chaque fois les autres sujets pour aborder le commentaire composé, parce que ça les intéresse. Donc ça dépend de la façon dont on l'aborde. C'est très important de le dire. Le commentaire composé, ce n'est pas la bête noire, ce n'est pas l'exercice le plus difficile, mais c'est un exercice vraiment intéressant. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais ajouter le temps. Et contrairement à la contraction des tests, où il faut 3 grandes parties, avec le commentaire composé, le temps est mieux géré. Souvent, les candidats perdent du temps dans le résumé. Ils se cherchent, et puis le temps s'enfuit, ne nous attend pas. Alors que quand ils prennent leurs 4 heures devant un sujet de commentaire composé, quand ils ont les outils, la technique, ils s'en sortent mieux, ils gèrent mieux le temps. Et contrairement aussi à la dissertation, où ils pensent que, bon, en 2 heures de temps, ils vont à la va-vite et commencent par somnoler sur les copies. Et je crois que avec le commentaire composé, quand on se dote des ressources langagières qu'il faut, on s'en sort bien aussi. Mais est-ce que du point de vue de la rédaction de cette épreuve-là, le commentaire composé de l'introduction jusqu'à la fin de la copie, est-ce que c'est la même façon dont on procède dans une dissertation, dans une discussion? Monsieur Adjina. Non, ce n'est pas de la même manière. Je crois qu'il y a des spécificités et par rapport aux commentaires composés, au niveau de l'introduction, il faut situer le texte, peut-être par rapport à l'œuvre, d'où il est extrait, ou bien par rapport au thème. Et après cela, il faut aborder l'idée générale. Et puis, en dehors de l'idée générale, il faut donner des informations sur le type du texte et sa tonalité. Et après ça, vous annoncez le plan à travers les centres d'intérêt. Donc voilà la spécificité au niveau de l'introduction du commentaire composé. Vous voyez qu'il y a une différence, entre l'introduction du commentaire composé et l'introduction de la dissertation. Voilà. D'accord. Et dans le développement aussi, on rend maintenant de façon plus explicite les centres d'intérêt que l'on a trouvés. Voilà. On développe les centres d'intérêt. D'accord. Une question, lorsqu'on est, que ce soit en commentaire composé ou en dissertation, dans le développement, est-ce que, comme on le dit aux apprenants, on doit vraiment structurer ces idées en paragraphes?
Mais Bien cela sûr. est nécessaire. Parce qu'il y en a qui rédigent leur code du devoir en un seul paragraphe, j'allais dire. Mais c'est dangereux. Il faut structurer les idées en paragraphes, que ce soit en contraction, c'est-à-dire quand nous prenons la discussion, qui est une dissertation, comme on l'a dit, que ce soit au niveau du commentaire composé, que ce soit en dissertation, il faut structurer les idées en paragraphes. Cela est indispensable. D'accord. Venons-en maintenant à la troisième grande partie de l'épreuve. Nous rappelons que ce soit la contraction de test, le commentaire composé ou encore la dissertation, ce sont des sujets au choix sur une durée de 4 heures. La dissertation, le grand 3. Comment est-ce qu'on doit se comporter devant une telle épreuve? Vous avez commencé à en dire un mot tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on s'y attarde maintenant avec les détails qu'il faut. Merci. La dissertation semble apparemment une épreuve facile aux yeux des candidats. Mais c'est l'épreuve qui les fait glisser le plus possible. Et l'épreuve où les notes sont véritablement plus mauvaises que dans les deux autres sujets. Donc la dissertation renvoie véritablement à une grande culture générale. Parce que c'est seulement la citation qu'on a devant soi. Ce n'est pas un test comme c'est le cas en contraction ou en commentaire composé. Donc on est très limité dans les apports. Dans les apports qu'on a devant soi. C'est à sa propre culture que l'on fait recours. Donc, et à la consigne à laquelle renvoie le sujet qu'il faut faire attention pour aborder l'épreuve de dissertation. Et là, véritablement, nos apprenants, comme ils aiment la facilité, ils pensent que c'est plus aisé d'aller vers cette épreuve. Je ne la déconseille pas, mais je voudrais leur demander de faire très attention et de s'assurer qu'ils ont véritablement bien compris le sujet de dissertation, s'ils avaient envie de le choisir, de s'assurer qu'ils ont les moyens. Les moyens, c'est qu'ils doivent développer des arguments. Les arguments doivent être suivis d'exemples et puis des citations pour étayer, pour justifier leurs affirmations. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont la langue qu'il faut pour soutenir cette épreuve-là avant de l'aborder. Donc, c'est véritablement l'épreuve de culture générale, la dissertation. Monsieur Adjina, par rapport à la dissertation. Merci beaucoup. Et comme l'a dit ma doyenne, il faut avoir une culture un peu large, si je peux m'exprimer en ces termes, pour aborder la dissertation. Les spécificités à ce niveau, il est demandé, après la compétence de lecture, aux candidats de dégager le problème posé. Et après le problème posé, il y a le plan du code du devoir qui est noté sur 4 points. Le problème posé, ça fait 2 points. Le plan du code du devoir est noté sur 4 points. Et c'est à ce niveau qu'il y a la fondation. Le plan, c'est la fondation parce que le développement est basé sur ce plan-là. Mais on constate que les apprenants n'arrivent pas à réussir le plan du code du devoir. Et comme elle a dit aussi, ça dépend de l'orientation donnée par la consigne. Parce qu'en dissertation, il y a la consigne générale. Les consignes spécifiques ne varient pas. Dégage le problème posé, et élabore le plan du code de devoir, et rédige ton devoir. Ce sont les consignes. La consigne générale explique et discute, ou bien commente, ou bien explique. Donc, c'est en fonction de la consigne que le plan du code du devoir est élaboré. Et c'est noté sur 4 points. Et lorsque le plan est mal fait, vous êtes d'accord avec moi que la rédaction va être mal faite. Donc, il faut insister, il faut tout faire pour réussir le plan du code du devoir.
Parce que lorsque vous ne réussissez pas le plan école de devoir, vous n'allez pas pouvoir réussir la rédaction qui est notée sur 10 points. Donc, ce sur quoi nous insistons, ou bien nous avons insisté au cours de l'année, c'est comment réussir le plan école de devoir. Bon, à ce niveau-là, je crois qu'il n'est pas question, et bon, comme il y a toujours ce débat-là, comme certains le pensent, de rédiger déjà des arguments et des exemples au niveau du plan. Je pense qu'il faut donner les grandes lignes. Il faut donner les grandes lignes. Et le plan doit être bien élaboré aussi. Lorsque vous avez un grand 1, ça doit avoir un titre. Et quand on a un grand 1, on a des petits 1, petit 2, ainsi de suite. Quand vous avez un grand 2, vous avez également des sous-parties. C'est très important de le dire. Donc, si le plan est réussi, je crois que à partir de ce plan-là, on doit pouvoir réussir sa rédaction. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à la dissertation. Quelle comparaison feriez-vous entre la dissertation générale, le grand 3, et la discussion, numéro 3. Le sujet numéro 3, pardon, et la discussion de la contraction de test? Quelle différence peut-il y avoir? Merci beaucoup. D'abord, au niveau de la discussion, les deux sont des sujets de dissertation. L'autre est appelé mini-dissertation. La différence est que, au niveau de la dissertation, comme exercice, le candidat est appelé à mettre son plan du code du devoir sur sa copie. C'est déjà une différence. Alors qu'au niveau de la discussion, le travail se fait au brouillon et vous recopiez. Mais le plan doit se retrouver sur la copie parce que c'est noté sur 4 points. Et en dehors de ce point de dissemblance-là, la ressemblance est que cela requiert, comme l'a dit ma doyenne, une introduction, un code du devoir et une conclusion. C'est-à-dire que ce soit la mini-dissertation, qui est la discussion, que ce soit la dissertation proprement dite. Parce qu'il y a des candidats ou des apprenants qui présentent la discussion en bloc. C'est-à-dire c'est comme un test. L'introduction n'est pas à part, le code de devoir n'est pas à part, la conclusion n'est pas à part. Alors qu'on doit avoir, comme elle a dit, distinctement ces 3 parties-là. L'introduction, le code de devoir, la conclusion. Voilà les aspects qui les lient. Il faut ces 3 parties-là. Mais la différence, c'est que ici, au niveau de la dissertation, on doit avoir le plan du code de devoir sur la copie. C'est noté et c'est après ça que nous avons la rédaction. D'accord. Voilà. Madame Seydou Orubagou, quels sont les autres conseils généraux que vous avez à prodiguer aux candidats face à leur copie, que ce soit forcément à cet examen ou encore à d'autres examens, mais qui se retrouvent à l'examen comme ça devant une épreuve de français? Quels sont les autres conseils que vous avez à leur prodiguer? Merci bien. Je crois qu'une copie de français doit être une copie propre. On doit éviter les ratures. Donc, faire l'effort de relire sa copie et en rédigeant, faire d'abord un petit brouillon quand même avant de se jeter sur la copie à rendre. Donc, donner une copie propre est fondamental. S'assurer qu'on a bien rempli l'entête, qu'on n'a rien oublié et surtout ne pas remplir les 2 casiers rectangulaires d'anonymat. Parce qu'il arrive que certains mettent des choses, des numéros, les numéros d'inscription qui le remettent encore dans les 2 casiers rectangulaires. C'est très grave. On laisse ces 2 parties vides. C'est pour l'anonymat, pour le secrétariat. Et éviter de rajouter des fautes à sa copie. Parce qu'on pense parfois quand on a fini de composer que bon, on aurait dû écrire ce mot de telle façon alors que c'est déjà bien écrit. Éviter de rajouter des fautes à sa copie. Donc une bonne présentation de la copie est essentielle. Et je voulais dire que le candidat doit déjà être prêt parce que le français est la première matière. Déjà la veille,
le candidat doit avoir son sac à prêter, son kit qu'il amène à l'examen. La carte d'identité, la convocation, le bic, tout ce dont il a besoin, et même l'imperméable. Parce qu'il se peut qu'il y ait d'intempéries. Et vous savez que les heures ne varient pas. Il doit être au centre à l'heure. Il doit avoir déjà repéré son centre et même sa salle de composition, sa table, avant de se présenter à son centre. Quelle que soit la pluie, quelles que soient les intempéries, il doit sortir de sa maison à l'heure et être au centre à l'heure. Donc, on ne doit pas aller dans l'affolement vers l'épreuve de français, qui est la première épreuve, la première composition. Donc, on ne doit pas vraiment se reprocher des choses pour être décontenancé, commencer à se faire des soucis. Ah, j'ai raté la première partie, j'ai raté cette première matinée, vraiment pour gâcher le reste du temps. Donc, l'épreuve de français est très, très déterminante pour la suite des autres épreuves. Merci. Monsieur Adjina, par rapport aux autres conseils également. Merci beaucoup. Et ma doyenne a dit beaucoup de choses intéressantes. Et je voudrais la répéter en disant que il ne faudrait pas qu'un candidat se dise « Moi, je suis spécialiste de la contraction, je suis spécialiste du commentaire ou bien je suis spécialiste de la dissertation. » Non. C'est en fonction des possibilités que l'épreuve vous offre que vous allez faire votre choix. C'est très important de le dire. Il faut maîtriser la méthodologie des 3 sujets au choix et face à votre épreuve, après l'avoir lu et compris, vous allez pouvoir faire un choix conséquent. Il ne faudrait pas dire, bon, je fais ça ou rien. Ce n'est pas bien. En dehors de ça, je crois que après avoir fini une épreuve, ce n'est pas bon d'organiser un débat autour. Ça pose la question. Oui, lorsque vous le faites et que des réponses commencent à être proposées, vous vous dites, ah, j'ai raté ceci, j'ai raté, et le reste ne marche plus. La suite n'est plus bonne pour vous. Donc, ce n'est pas bon. Ce qui est passé là, lorsque vous finissez une épreuve, vous rangez ça et vous pensez à l'épreuve suivante. Voilà. Alors, pour finir rapidement, en quelques secondes, je vous prie, est-ce que d'une série à une autre, que ce soit en série A par exemple, encore que à la série A par exemple, il y a A1, A2, ainsi de suite, que ce soit en série A, en série B, ainsi de suite, jusqu'à la série D ou C, est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'on doit dire, bon, moi je suis en D, je n'ai pas trop d'efforts à faire en français, je peux faire quelques fautes, je suis un scientifique de toute façon. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Bon, moi j'ai la chance d'intervenir en première C, en terminale C. Et dans ces séries-là, on a souvent de très bonnes copies, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc, moi je crois que les candidats savent très bien que c'est la même épreuve. Seuls les coefficients diffèrent. Que ce soit la série A, la série B, la série C, la série D, c'est la même épreuve. Maintenant, pour les séries scientifiques C et D, c'est coefficient 2. Pour la A2, c'est coefficient 4. Pour la A1, c'est coefficient 5. Je parle bien du français. Bien sûr. Donc, il n'est pas question de dire, moi, je n'ai pas d'effort à faire. Et très souvent, ce sont les matières littéraires là, qui sauvent les candidats des séries scientifiques. Malgré le temps qu'ils consacrent aux autres disciplines là, au finish, ce sont les disciplines littéraires qui les sauvent. D'accord. Rapidement aussi, vous avez Oui, je pense que le français est standard. Il n'y a pas de faute autorisée pour les séries littéraires et autres pour les séries scientifiques. Donc, c'est une science aussi, le français. Ça obéit à des règles, à des normes. On doit pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Merci.
Merci infiniment à vous, Madame Rachidatou Seydou Orubago, professeure certifiée de français, directrice du CEG d'Antokpa. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci aussi à vous, Monsieur Alexandre Adjina, professeur de français en service au CEG Le Plateau. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Aujourd'hui, on souhaite donc une bonne chance à tous les candidats qui planchent dès le 19 juin prochain pour l'examen du baccalauréat.